Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et Paris 16e. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours de stand-up, des cours de cinéma. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois un visionnaire, un passionné, doté d'un œil aiguisé. Il a fait de la découverte de talent. Directeur de casting, il a participé à façonner de nombreuses productions en réunissant des artistes pour des films tels que Le Prophète, Athéna, Suprême, Néné Superstar, Goutte d'Or et j'en passe. Grâce à son instinct et son savoir-faire, il est devenu une référence dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Bellamar. Bonjour Mohamed. Bonjour Anna. Est-ce que je me suis trompée dans l'intro ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est exactement ça ? À peu près. C'est plus ou moins ça. C'est plus quand même, mais c'est plus ou moins ça. Déjà, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est pas tous les jours qu'on a des gars comme toi Bon. à mon micro. Non, j'ai envie de te dire, c'est quand même un super nom pour une école comme le cours Anna, de pouvoir recevoir les conseils aussi que tu vas pouvoir transmettre. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens, t'es né où, ton parcours ? Ok. Alors, je suis né en Algérie, dans une ville qui s'appelle Annaba, complètement à l'est, à la frontière tunisienne. Je suis arrivé en France, j'avais 2 ans. Donc on peut dire que j'ai grandi ici, toute ma formation de vie est purement française. Et donc, j'ai commencé ma scolarité là-bas. J'étais un jeune très turbulent. La vie m'a offert la chance de me faire exclure de tous ces collèges un peu ghetto. Et j'ai été récupéré dans une école plutôt bobo. Parce que mon exclusion, je ne rentre pas dans les détails, mais... On veut du détail. Non, mais mon exclusion, elle a été assortie à un espèce de scandale au niveau du rectorat. Parce que j'avais été physiquement agressé par un directeur d'école. Et du coup, il y a une école complètement gaucho qui m'a récupéré, une espèce d'école d'élite. Et donc j'ai fait ma scolarité là-bas. Ça m'a ouvert les portes d'une belle scolarité, puisque j'ai pas lâché les études jusqu'à un bac+5 en génie génétique. Je m'étais orienté dans le domaine scientifique. Donc a priori, je partais pour faire de la recherche. Et dans mes dernières années nantaise, j'ai été piqué par le sport, la boxe anglaise, que j'ai commencé un peu tard, à l'âge de 20 ans. Et au bout de quelques années, vu un certain haut niveau que je commençais à atteindre, on m'a proposé une professionnalisation en région parisienne, dans un club extraordinaire, le CSL Aulnay-sous-Bois. Et voilà, et donc c'était le prétexte de mon arrivée ici en région parisienne. Mais au fond de moi, j'ai accepté. Parce qu'à ce moment-là, c'était quand même compliqué. Je lâchais mes études. Au moins 1 an. Bon, je m'étais dit peut-être une année sabbatique. J'avais 25 ans. Je me suis dit, le sport, c'est maintenant où mon corps est là. Donc, il faut que je donne tout maintenant. Mais en vérité, je sentais que je me rapprochais doucement de la planète cinéma, qui est un fantasme absolu, profond, secret. Et je ne me suis pas trompé. En acceptant de venir à Paris pour boxer, j'ai croisé la route de gens qui sont dans le cinéma. Alors, quelle a été la première personne qui t'a mis peut-être le pied dedans ? Alors, c'est une rencontre fascinante. En fait, je vivais dans un foyer de travailleurs dans le 93. Et un jour, j'avais 2 entraînements par jour. Donc, je pars en fin de matinée pour l'entraînement du jour. Et après, j'avais un entraînement quasiment de nuit. Et dans les couloirs, j'ai été un peu interpellé par une affiche. En me rapprochant, j'ai vu que c'était une affiche de théâtre. Mais le visuel m'avait un peu perturbé. Et donc j'avais vu le nom du metteur en scène. Je pense que peu de gens connaissent, mais moi je le connaissais absolument parce que c'est quelqu'un qui a joué, c'est un des 3 rôles principaux de La haine de Mathieu Kassovitz, donc précisément Hubert Koundé, celui qui joue, le Black de la bande. Et en sortant de mon foyer de travailleur dans le SAS, je vois un grand Black en train de poser des affiches comme ça, et je me dis c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, et je sens que c'est lui, et à un moment il se retourne, et c'est Hubert, donc je fonce le voir.
Je l'alpague de questions sur la haine. Il a vachement aimé la sensibilité à travers toutes les questions en fait, que je lui ai posées. Il arrêtait pas de dire, mais putain, tu devrais bosser dedans, tu devrais travailler dans ce milieu-là et tout. Bon, moi, j'ai rien dit. Hein. Enfin voilà, et à ce moment-là, je suis trop terre à terre. J'ai fait aucune projection. Il a pris mes coordonnées pour m'inviter à une pièce de théâtre, donc celle dont il disposait des affiches pour que je puisse venir voir ça. Malheureusement, c'était des périodes où je boxais énormément, donc sur la date qu'il m'avait proposée, j'étais en déplacement pour un combat. Et voilà, donc du coup, bon, c'était pas grave. En tout cas, j'ai passé un super moment avec lui, et un vrai moment, c'est-à-dire de cet affichage en fin de matinée, on a passé la journée ensemble jusqu'à 22h, 23h. Et voilà, il a vraiment été touché. Et après, c'est complètement fou parce que d'un coup, je lui ai rappelé quelqu'un qu'il a rencontré une dizaine d'années auparavant, à l'époque de la sortie du film La Haine. Et il me parlait d'un petit jeune qui avait la même énergie que moi, qui, entre-temps, s'était retrouvé à être assistant réalisateur dans le domaine de télévisuel. C'était pour une série télé qui était produite par France Télévisions. Il n'arrivait pas à retrouver le nom de ce mec. Et voilà, donc à un moment, cet individu a été évoqué. Et 1 an après, je reçois un coup de fil de ce fameux mec dont il m'a parlé, parce que dans son extrême générosité, Hubert Condé a rédigé un mail qui s'est baladé comme ça de main en main, parce qu'il se rappelait plus du nom de ce gars-là. Et voilà, donc ça a mis 1 an pour arriver jusqu'au destinataire. Et le destinataire m'appelle, me propose d'être assistant réel sur la série télé avec eux. Je lui dis la vérité, je lui dis c'est du chinois, je comprends pas. J'ai jamais fait ça, j'ai aucune formation. Et voilà, il m'a dit, mais t'inquiète pas, le mail d'Hubert, il est assez clair. T'adores le cinéma. Il me le disait en posant la question. Je lui ai répondu, non, je kiffe trop le cinéma. Il m'a dit, alors t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur une série, c'était PJ, qui était produite par France Télé. Et j'ai fait une dizaine de journées de travail avec eux. En tant qu'assistant réel. Assistant réel en renfort, parce que ils ont une équipe composée d'un premier, d'un second et d'un troisième. Et là, j'ai eu le sentiment que la troisième en question était un peu pistonnée, elle n'avait pas toutes les compétences. Et moi, là, à ce moment, c'est des compétences de plateau, donc c'était très facile pour moi de comprendre un peu vite l'organigramme, quel était mon rôle à l'intérieur de ça. Et ça a été un coup de foudre donc avec ce boulot. Et du coup, j'ai démarché des boîtes de prod dans le cinéma. Et voilà, et je soupçonne, c'est bizarre à dire, mais presque une discrimination positive, parce qu'à ce moment-là, on était en 2007, 2 ans après les émeutes de 2005, et j'ai vraiment eu l'impression d'être le seul banlieusard qui a eu ce courage de démarcher des prods de cinéma pour être autre chose qu'un acteur ou un réalisateur. Et le côté technicien, ils m'ont tous tendu la main, et j'ai je peux dire, les boîtes de prod les plus prestigieuses vers lesquelles j'ai eu le courage de m'adresser m'ont répondu. Et m'ont proposé du travail sur du petit, moyen et long terme. Donc j'ai commencé comme ça, d'abord assistant réel. Assistant réel. Donc nous sommes d'accord que c'est encore un métier où il faut aller frapper aux portes, il ne faut pas, avoir peur, il faut y aller. Ce qui est sûr, c'est que ça ne viendra jamais de manière miraculeuse à vous, sauf grâce à la fonction que j'ai développée, qui s'appelle le casting sauvage, où on va embêter des gens pour les mettre un peu de force dans le cinéma. Mais oui, sinon c'est un milieu en vérité assez fermé. Très fermé. Très fermé. Il faut avoir beaucoup de chance. C'est pour ça que je soupçonne une forme de discrimination positive. J'ai eu l'impression que personne n'avait compris la colère de la banlieue en 2005. Et ils n'avaient pas eu affaire vraiment à ces acteurs de cette colère. Et là, quelqu'un ils ont juste senti mes origines urbaines. Puis en plus, à l'époque, je continuais beaucoup à boxer. Quand ils savaient que c'était à Aulnay, mon club, ma salle de boxe, elle était à la Cité des 3000. C'est des endroits où beaucoup de Franciliens ne vont pas, même s'ils ont grandi ici en Ile-de-France. Donc voilà, ça m'a donné un peu cette originalité d'être un mec qui a eu le courage d'aller les voir. Bravo. Assistant réel, et ensuite on passe à la direction d'acteur. Alors en fait, ça s'est passé de manière accidentelle. C'est que j'étais donc assistant réel, je me suis retrouvé à bosser parmi les premiers projets que j'ai fait sur Taken, le 1, qui était réalisé par Pierre Morel et produit par Luc Besson. Luc Besson, il a toujours une espèce d'affection pour les jeunes de banlieue. Et donc il a vite repéré que j'étais vraiment quelqu'un de très street. Et via un assistant à lui, il m'a évoqué, pendant que j'étais sur le plateau de Taken, il m'a évoqué l'idée d'un festival que Luc Besson voulait organiser dans des banlieues. Et donc, il me sondait sur mes connaissances de la banlieue parisienne. Alors là, j'ai menti. Parce que là, c'était mes premiers plans de boulot. Rien ne me garantissait que ça allait continuer.
Donc j'ai dit oui, moi la banlieue parisienne, je vous emmène où vous voulez. Ah, je vous emmène, je dis où vous voulez aller, moi je vous emmène. Et donc ça n'a pas manqué. Un mois après la fin du tournage de Taken, cet assistant de Luc Besson me recontacte, me confirme que le festival va bien se mettre en place. Et là d'un coup, alors que moi je suis d'un coup très ancré dans du travail de plateau et de technicité cinéma, en vérité j'ai dit oui pour être proche de la team à Besson, mais là d'un coup il me catapultait dans une expérience qui ressemblait à de la régie. Tu vois, c'était l'événementiel, un truc à organiser. Et le moyen que j'ai trouvé de me rendre utile, parce qu'en vérité je les connaissais pas, moi, ces cités où on allait. J'étais un auditeur de rap dès l'émergence, dès l'avènement de la culture hip-hop en France. J'étais un très très gros auditeur de rap et je savais que dans toutes ces zones populaires où on allait, je savais que des gros rappeurs, où on était en 2007, le rap n'était pas aussi influent que maintenant. Mais il commençait, il était déjà, il y avait des radios comme Skyrock, par exemple, qui avaient utilisé le rap comme étant son créneau à eux. Donc il y avait une petite popularité chez certains artistes. Et moi je savais que pour certains, il fallait vraiment le savoir, qu'ils étaient originaires de certaines cités dans lesquelles on s'installait avec Luc Besson, dans le cadre de ce festival. Et donc j'ai proposé un truc qui n'était pas prévu, c'était une scène rap pour ouvrir ce festival à chaque lieu où on mettait les pieds. Et ça a plu ? Ils ont testé ça sur la première date et ils ont vu l'impact que ça a de commencer ce festival de cinéma par une scène rap. Et du coup ça a été... un coup de foudre. Ouais, enfin le festival déjà était extraordinaire et il a vraiment bénéficié vraiment de cette touche musicale. Et à l'issue de ça, donc, je suis devenu l'assistant réal, donc qui depuis 1 an travaille dans le cinéma, qui connaît donc à ce moment-là réellement plein de banlieues parisiennes. Et ça s'est ébruité. Et en plus, je sais que l'assistant de Luc Besson, qui est un mec génial, qui s'appelait Stéphane Gluck, qui m'avait branché donc sur ce festival. C'est un assistant réal très influent qui connaissait absolument la totalité des acteurs des équipes d'assistants réal. Donc il m'a vachement vendu comme étant un petit jeune en qui on peut faire confiance. Et qui avait la niaque. Ouais, et qui en plus connaît la banlieue parisienne. Et comme c'est des années où doucement on commençait à développer des projets qui sortaient de Paris Intramuros, donc pour certaines personnes, ça pouvait être intéressant pour eux de m'avoir dans leurs équipes. Mais à un moment, cette réputation que je me suis faite est parvenue jusqu'à une très belle boîte de production qui m'a convoqué. Moi, je pensais que c'était pour être assistant réal. J'étais dans une table ronde, des mecs très intelligents qui étaient là, qui m'ont questionné pendant 3/4 d'heure, 1 heure, en prenant des notes. J'étais un peu impressionné par le moment. Et je m'étais dit, bon, là, je vais me mettre assistant réal, mais sur un truc du jamais vu, quoi. On dirait un projet presque secret et tout. Et à la fin de l'entretien, ils me disent, bah écoute, c'est bon, t'es notre homme, on va chercher personne d'autre que toi, on va t'embaucher avec nous, et tu vas nous aider à faire du casting. Et là, je tombe des nues, je dis, non, vous n'avez pas compris, j'ai rien à voir avec le casting. En plus, c'est vrai que les staff casting, quand moi j'étais assistant réal, vu que j'étais loin encore d'être un premier, pas loin encore d'être un second, mais comme j'étais encore 3e, quand j'arrivais sur un projet, les castings étaient déjà faits en général. Mon job, justement, c'était d'envoyer du matériel à des comédiens qui avaient déjà été sélectionnés. Donc, je n'ai jamais vraiment rencontré ces équipes de casting. Donc, c'était une étape qui, a priori, comme ça, ne m'intéressait pas. Ils m'ont séduit, ils m'ont persuadé, et puis ils ont fini par me dire au début, ils m'ont pas dit que c'était pourquoi, ils ont fini par me dire que c'était pour Jacques Audiard, c'était pour son nouveau film, et donc le film en question c'était Un prophète. Et puis voilà, ils m'ont suffisamment séduit pour tenter, parce que pour moi une porte s'entrouvrait dans le domaine de l'assistanat réal, et là où j'étais plutôt efficace, je voulais pas me disperser et faire des choses où j'allais peut-être moins bien vu si je le faisais mal. Et donc voilà, mais avec l'extrême humanité et générosité d'Audiard qui m'a appris le métier. Et ben voilà, j'ai passé une expérience complètement folle à ses côtés. Donc tu t'es retrouvé directeur de casting. Alors d'abord j'étais l'assistant d'un directeur de casting, mais ils ont vu que le pôle que je développais était conséquent en charge de travail, donc ils m'ont transformé en directeur de casting sauvage. Donc du coup,
on s'occupait de deux populations légèrement différentes, mais au service d'un même projet. Et donc j'étais en autonomie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dès lors que, en plus, le public que j'ai envoyé au début, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai envoyé un public vers le directeur de casting. Il m'a rappelé pour me dire en toute honnêteté qu'il trouvait extraordinaire cette population que je lui ai envoyée, mais qu'il se sentait pas à l'aise avec elle. Il sentait qu'il n'avait pas les codes. Donc il m'a dit, pour bien les mettre à l'aise, je pense que c'est toi qui dois les recevoir. Donc voilà. Et donc là, il m'explique que j'achète un caméscope, que je fabrique en fait. Et donc voilà, au début, c'était complètement autodidacte. Et je m'étais dit, non mais je fais n'importe quoi là en fait. Je reçois des lascars, je sais pas trop quoi faire avec eux. J'invente un peu des scènes, des situations et tout. Donc tu t'es fait sur le tas. Sur le tas. Et après, à chaque fois corrigé par Audiard. Je faisais des visionnages tout seul avec lui. Et voilà. Puis. Step by step. Ouais. T'as fait ta petite place. J'ai compris le casting à ce moment-là. Et j'ai adoré. Mais je m'étais dit peut-être que je ne pouvais faire que ce casting-là, parce que la population en question qu'on ciblait, je la connais pour avoir grandi avec. Et donc je m'étais dit peut-être que ce que j'ai fait en matière de casting, c'est très fermé sur cette population. Et Audiard m'a rappelé 2-3 ans après pour faire un autre film qui s'appelle De rouille et d'os, où là on quittait un peu clairement la sphère urbaine. Et après il m'a rappelé j'ai rebossé avec lui sur Dipan, qui lui était un retour à la culture urbaine. Et à ce moment-là j'ai le déclic, je me dis et puis je me sens prêt en fait à faire plus que du casting. Donc je décline au fur et à mesure les offres d'assistant réel et j'accepte plus que celle de direction de casting. Et donc là, tu commences à te faire un nom, quand même, un peu. Oui. Ok. Alors moi, je voudrais savoir, quand tu vois un acteur ou une actrice en audition, qu'est-ce qui te fait dire c'est lui ou c'est elle, c'est le bon choix? Plein de paramètres, énormément de paramètres, qui varient d'ailleurs. J'aurais pu dire une extrême confiance en soi, ça c'est des trucs qui sont très rassurants. Et des fois pas du tout, parce qu'il y a des profils des fois complètement effacés qui payent pas de mine que et tu regardes pas que même toi tu regardes pas tout de suite, et au fur et à mesure il y a un charme qui se dégage. Et c'est pour ça que moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps avec les comédiens, avec les candidats. Et voilà, parce que j'ai le souci pour le metteur en scène de ne pas passer à côté de l'humanité des gens qu'on reçoit. Et j'ai eu des témoignages de comédiens qui sont super, mais qui m'ont raconté des histoires où ils avaient été complètement défoncés dans leurs compétences à cause du comportement des directeurs de casting. Et moi, je m'étais dit, c'est dommage, parce que il y a des comédiens, je pense qu'ils auraient été parfaits pour des projets qui se sont faits, sur lesquels moi, j'ai pas travaillé. Et je m'étais dit, en fait, le réalisateur, donc, ne saura pas vraiment ce que vaut ce type si on ne l'a pas donné réellement sa chance. Donc je me suis conditionné pour vraiment offrir la chance à tout le monde d'être réellement vu. C'est bien ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas... C'est parti un petit peu de ce postulat-là. As-tu déjà pris des risques en choisissant un acteur inattendu pour un rôle clé? Honnêtement, non, je crois pas. Je crois pas, parce qu'en plus la décision, elle est vachement étudiée. On s'offre de nombreuses échéances pour être sûr du choix qu'on va faire. Donc une fois que le choix est fait, en général, il est assumé à ce moment-là. Toi, ton rôle, c'est de sélectionner. Est-ce qu'à la finale, c'est toi qui choisis? Alors, je sélectionne, effectivement, mais je ne choisis pas. Et si j'ai des coups de cœur... Tu proposes? Et puis voilà, après, tout va dépendre de la confiance qui s'est établie entre le metteur en scène et moi. Mais effectivement, mon avis est toujours hyper pris en compte. Bien sûr, j'ai pas de doute. Non, mais oui, mais après, même si des fois on les prend pas quand même, mais... Mais t'as ton mot à dire. Ouais, j'ai mon mot à dire, et on va au bout. Si je crois en quelqu'un, on va au bout. Après, des fois, on les a pas pris pour des raisons qui m'échappent, mais bon, c'est pas moi le réalisateur, donc... Si c'est pas le profil qui le rassurait, j'allais pas l'imposer. Ça se passe comment une séance de travail avec Mohamed Bellamar? Moi, j'ai assisté, je trouve ça assez surprenant, intriguant. Tu leur demandes d'apprendre la scène. Oui. Avec une part d'improvisation où tu leur demandes déjà, on t'impose un texte, tu l'apprends au fil du rasoir.
Eh ben, tout va dépendre. Il y a des comédiens, parce que je reçois évidemment des comédiens avant tout, et j'ouvre aussi en casting sauvage. Bon, les comédiens, ils sont rassurés par un texte. Donc, en général, il leur faut un texte pour poser un cadre dans lequel vont se faire les choses. Les non-comédiens, je leur envoie ce même texte, mais mes assistantes insistent sur le fait de ne pas se torturer s'ils ne le connaissent pas par cœur, en tout cas qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience un petit peu du cadre dans lequel vont se passer les choses. Et puis en vérité, d'un coup, qu'ils soient comédiens ou pas comédiens, c'est leur humanité que je cherche à toucher, à mettre à l'aise. Puis d'un coup, leur bagage émotionnel sort, quoi. Tu les bouscules un peu? Ça dépend. Moi, je dirais non, jamais, mais on m'a déjà dit, ouais, t'as été dur là et tout. Donc... Et t'as été dur dans les mots ou t'as été dur parce que t'as essayé de faire non, sortir parce des que émotions? j'ai un objectif, c'est que le mec réussisse et je sais qu'il peut le faire. Donc après, Donc t'y crois? Ouais, j'y crois. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que ça, c'est aussi un truc, c'est que avec l'expérience et des grilles de sensibilité qui sont affinées, j'arrive à être sûr des compétences de certaines personnes qui elles-mêmes n'y croient pas. Et à un moment, peut-être que là, je deviens dur de dire non, mais arrête. Tu vois, Tu peux le faire. Ouais, vas-y, on y va, je discute pas. En fait, à un moment, peut-être qu'à un moment, je fais exprès de plus les écouter. Quand ça va être tout ce langage de doute en eux-mêmes qu'ils auraient, ça, je l'écoute plus à un moment. Et tu rentres dans le truc, quoi. Ouais, tout de suite. Ouais, je les bouscule un peu. Parfois, je peux les bousculer. Ouais. Et ça t'arrive de tomber sur des comédiens où, après 3 mots, une phrase, tu sais tout de suite que ça va pas le faire? Que ça va pas le faire? Que ça va pas le faire. Tout de suite, tu sais que c'est pas lui. Ça peut pas être tout de suite. Il faut vraiment que je l'expertise au maximum. Mais c'est pour ça que je prends beaucoup de temps avec les comédiens. Mais si j'y crois pas pour quelqu'un, c'est parce que s'il peut être super, mais pas pour ce projet-là, ou alors il peut ne pas comprendre vraiment. En fait, ce serait compliqué pour un metteur en scène d'avoir à travailler avec. Donc du coup, effectivement, je le montre pas au réel. Je l'épargne de cette possibilité de bosser avec un mec qui est trop fragile. Mais je m'assure qu'il soit réellement fragile avant de ne pas le montrer. Je me dis, c'est de la belle énergie qu'il est venu, qu'il m'a offert. Il y a cru, j'y ai cru aussi. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Ah ouais. Comment on apprend un rôle? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner? Comment on apprend un rôle? Oui. Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que... je sais pas. Ça s'apprend, ça s'écrit, il faut l'apprendre par cœur. Est-ce qu'il faut le faire en plusieurs... je sais pas, est-ce qu'il faut sauter? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut savoir le dire dans toutes les... Toutes les langues. Non, en fait, justement... pour moi, justement, cette démocratisation de l'acting, elle considère que tout le monde est capable, parce que le cinéma, c'est pas du théâtre, tu vois. Le cinéma, il y a toute une triche somptueuse qui va permettre de sublimer des individus qui, des fois, même si c'est en pointillé, peuvent être capables de délivrer des petits moments de fulgurance. Et le cinéma est réussi à capter, à imprimer ce moment de fulgurance, puis t'as l'art du montage pour coller tous ces moments où un comédien est extraordinaire. Donc il y a tout un travail où on laisse beaucoup de chance quand même à un comédien au cinéma d'être bon, de le devenir. Là où au théâtre, ça pardonne pas. Tu montes sur scène, il y a un truc qui va pas. Suite, ouais, voilà, c'est tout de suite, c'est immédiat. Pas de répétition. Parce que moi, je le dis souvent, moi, tous les gars qui parfois ne venaient pas de là, et je leur ai offert la possibilité d'avoir même des rôles premiers et des rôles très importants, ils tiennent pas 2 minutes sur une scène de théâtre. C'est sûr. On peut faire un film entier sur leur poire, mais on ne tiendra même pas 1 minute 30, 2 minutes sur scène. Est-ce qu'il y a des techniques pour réussir un casting? Oui. Quand il y a du texte, le maîtriser à mort. Parce que même si moi je demande après à des comédiens qu'on puisse s'en éloigner, il faut quand même qu'ils le maîtrisent. En fait, c'est plus facile de s'éloigner d'un truc qu'on sait. Et des fois, quand je vois qu'ils ne le connaissent pas et que le travail tend à leur faire assimiler ce texte-là pendant la séance de travail, on n'arrive pas à ouvrir des portes qui nous permettent de voir ailleurs ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est vrai que la maîtrise du texte, elle est quand même indispensable. Avec
suffisamment travaillé en amont pour aussi s'autoriser des libertés à l'intérieur de ce texte-là aussi. De toute façon, c'est ça le truc, c'est que pour moi, et surtout d'autant plus en casting, un rôle, ça doit être, ça ne peut être d'ailleurs qu'un hybride entre ce qui est plus ou moins annoncé dans un texte. Bon, il y a des tonnes d'informations que nous, en plus, on peut rajouter dans le corps d'un mail pour mieux comprendre un personnage. Mais sauf que, voilà, c'est ce qu'on lit et ce qu'on comprend, on l'a déjà un peu quelque part en tête. On arrive un peu à projeter le type de profil que ça pourrait être. Donc l'idée, c'est de pas être ce profil, parce que ça va pas être intéressant. En fait, ce qui va être surprenant, c'est quelqu'un qui possède une partie de ce profil et qui, par son humanité, nous ramène d'autres choses qui n'étaient pas écrites pour lui. Et là, d'un coup, ça devient un personnage, quoi. Enfin, imbibé de toute l'humanité du candidat. Donc voilà, c'est être capable aussi de prendre des libertés pour qu'on puisse nous voir la singularité de chacun derrière ce rôle, que tout le monde jouerait à peu près de la même manière si on le jouait sur la base de ce qui est écrit. Bien sûr. Et nous, on est surpris que par des gens qui ramènent autre chose que ce qui est écrit. Qui ont une singularité. Voilà, qui rendent unique cette partition et en même temps universelle, bon, parce que c'est des êtres humains de toute façon. Donc forcément, ce qui se dégagera d'eux sera lu et écouté et reçu par d'autres êtres humains. Tu as collaboré avec pas mal de monde, avec les plus grands. Avec qui rêverais-tu de travailler? Au casting? Ouais. En France? On va commencer par la France. Ouais, parce que malheureusement, à cause de mon anglais ultra scolaire, je pense jamais ambitionner un projet américain. En France, non, il y a des... Alors, c'est marrant, on m'a proposé de bosser il y a quelques années avec Gaspard Noé. J'ai pas pu, parce que j'étais très occupé, et je voulais quand même un peu avoir un lien avec ce projet-là. Et donc, je leur ai envoyé une assistante qui devenait doucement directrice de casting. Puis j'avoue, si je dois être honnête, je m'étais dit, en leur rendant ce service, la prochaine fois qu'ils refont un film avec Gaspard, vu que peut-être que je serai libre, et du coup non, comme ils sont hyper fidèles, ils n'ont fait que reprendre cette directrice de casting. Et bon, ça c'était con, parce que Gaspard Noé, c'est quelqu'un avec qui j'aurais adoré bosser au casting. Après, peut-être je dirais Xavier Giannoli aussi, qui m'a un peu surpris à travers ses films et une certaine note dans l'interprétation de ses personnages. Voilà, ça c'est plus... Giannoli, ce serait plus la curiosité, plus que du kiff garanti, que je prendrais très certainement avec un mec comme Gaspard Noé. Tu parlais de casting sauvage, ça veut dire quoi? Tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un, il y a un profil, ouais, hop, tu le chopes? C'est ça. C'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche. C'est quoi ta plus grande trouvaille? Je crois que c'est Karim Leclou. Ah oui? Ouais. Pas mal pour un casting sauvage. Ouais, surtout qu'il y a une incroyable histoire derrière que je ne peux pas dévoiler. Mais en tout cas, humainement, c'est fascinant ce qui s'est passé pour lui mettre le pied à l'étrier, on va dire, du cinéma. Ça donne envie de savoir, mais je ne poserai pas plus de questions. Comment le métier de directeur de casting a-t-il évolué avec l'émergence des plateformes de streaming et des réseaux sociaux? Qu'est-ce que je dirais? Il y a un gros appel d'offres maintenant au casting, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de projets que de directeurs de casting établis. Donc du coup, on les invente un peu, les directeurs de casting, quand les plus actifs ne sont pas dispo. Et moi, je peux peut-être toujours m'inquiéter pour la qualité dont on fabrique à cet endroit, si on prend des gens qui n'ont pas réellement ni les connaissances, ni l'ambition d'être un directeur de casting. Il y en a beaucoup qui peuvent le faire par opportunisme, qui n'arrivent pas à trouver... Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai recyclé énormément, par exemple, d'assistantes réales qui n'arrivaient pas à se faire une place dans le milieu de l'assistanat réal. Donc, comme il leur faut aussi des cachets...
Et puis c'est du boulot, ça job. Et puis elles entendent dire qu'avec moi c'est un peu fou, donc moi par expérience elles veulent venir voir. Et ben du coup, il y a un truc qui leur plaît, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est vraiment un amour profond pour l'acting et pour. Ça peut se faire par exemple par opportunisme. Donc deux fois ça m'inquiète un peu que on peut aussi facilement accéder au casting à cause de la multiplicité des projets amenés par les plateformes, par les différents formats maintenant qui nécessitent du casting. Et comment on trouve un casting? C'est quoi les démarches pour un comédien qui a envie de rentrer dans ce métier-là, qui n'a pas la chance d'avoir un agent qui pourrait éventuellement les proposer sur telle ou telle série de films, etc. Comment on fait? Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réseau assez efficace qui se développe énormément. C'est des ateliers ou des collectifs de comédiens qui se forment et tout, qui invitent justement, qui démarchent les directeurs de casting. Comme maintenant, les directeurs de casting se rendent aussi compte que la perle rare, on peut la trouver un peu partout. Un peu ce que j'ai fait, du coup. Oui. C'est oui. ça. Ça, c'est un truc qui se fait de plus en plus. C'est bien, moi je trouve ça super intéressant. Moi aussi, je trouve ça super. Ça donne une très belle opportunité. Ouais, c'est une fenêtre de visibilité qui n'existait pas avant. J'ai l'impression que ça doit faire peut-être une dizaine d'années maintenant que moi je connais ce principe de rencontrer des gens qu'on ne verrait pas ailleurs et pas autrement qu'à travers ces séances de travail encadrées par une organisation, un organisme, une association ou quoi. À l'époque, je te parle de ça il y a 20 ans, j'envoyais mes photos et mon CV au directeur de prod, avec un journal qui s'appelait, je ne me souviens plus comment, où tu avais tous les films, tous les films en préparation. Et on se tapait les enveloppes, les photos, les CV, et on était appelé ou pas. Mais quand même, vous étiez appelé? J'étais appelé une fois ou deux. Pas une tonne, mais j'étais quand même appelé. Donc oui, il faut bouffer du workshop. Oui, voilà, mais il faut être juste à l'affût, tu vois, de tout ce qui se passe à cet endroit-là, là où est offerte aux amateurs ou pas, ou alors des comédiens qui font ça depuis des années, mais qui n'arrivent pas à être vus. Je crois que c'est une très bonne idée d'être à l'affût de... Moi, personnellement, par exemple, dans le cadre de ces ateliers, j'ai fait bosser du beau monde, qui ont chopé des beaux rôles, et on ne se serait pas rencontrés ailleurs, en fait. Ça, c'est sûr. Donc non, moi, j'encourage vachement les comédiens. Et puis, si c'est pas avec moi, par exemple, il y a des trucs un peu béton au niveau de l'organisation où ils vont faire passer une dizaine, quinzaine de jours à des comédiens, où tous les jours ils vont voir un directeur de casting différent, par exemple. J'entends dire qu'il y a plein de comédiens, ils ont été repérés comme ça va, ils ont pu trouver des beaux rôles grâce à ces rencontres-là. Et selon toi, quoi faire pour éviter les erreurs classiques lors d'une audition? Non. Bon. Non, franchement, non. Par contre, il faut être soi-même. Voilà. Faut être soi-même, ça c'est sûr. On reconnaît les gens un peu commerciaux qui viennent, qui mettent... Donc ne jouez pas déjà un rôle. Exactement. Non, faut assumer, c'est un métier de mise à nu, donc faut commencer là, en fait. Il faut se mettre à poil direct. Voilà. Non, mais j'ai compris, je te promets. Ouais. On a compris. La réalisation, ça te botte? Oui, c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps. Un projet? Mais et cette période n'est pas finie parce que je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai ambitionné des choses très ambitieuses et c'est ni lié à la légitimité ni rien du tout. J'aime tellement le cinéma et ce qu'il peut provoquer chez un spectateur que je continue d'étudier toutes les règles grammaticales cinématographiques pour utiliser ce langage. Et voilà, peut-être aussi que, supposant mes origines sociales, on ne me laissera pas 10 000 fois la chance. Moi, j'ai pas l'impression que je suis un profil à qui on me permettrait d'apprendre en faisant des erreurs dans le domaine. Je pense qu'il faut que je sois carré, de chez carré, comme je vais imposer quelque chose. 0 erreur. Si possible, 0 erreur. Après, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. En tout cas, dans la manière dont j'aurais voulu maîtriser un sujet à travers l'image. Voilà, ma part de travail à moi, faudrait qu'elle soit... Parfaite. Ouais, presque.
Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a... comment te dire? Oui, il faut aller au cinéma pour faire ce métier. Faut aller... faut découvrir le monde artistique. Mais est-ce qu'il y a des livres qu'il faut lire? Est-ce que tu t'es un peu baigné dedans, toi? Non, non. Ni même des livres pour apprendre à réaliser, par exemple. Ni même des livres qui concerneraient les comédiens pour... je crois qu'il y a des tas d'ouvrages qui sont là un petit peu pour aiguiller les comédiens. Non. En fait, mais c'est marrant parce que moi, ça a commencé comme ça, où j'ai accepté, j'ai décidé de faire du casting. Parce que d'un coup, quand le truc me plaît, et je commence à sentir la réelle incidence qu'a ce travail sur le résultat final à l'image, dans le jugement d'un film, s'il est bon ou pas, et qui incorpore la force de l'acting. Il y a eu un truc un petit peu de... encore une fois, peut-être de légitimité. En tout cas, au début, je me suis posé tout le temps énormément de questions avant de continuer à avancer et à rester dans le domaine. Et à un moment, je m'étais dit, merde, maintenant, si je dois faire ce job, en fait, je dois m'intéresser à fond à la science du jeu, mais dans sa globalité. Et ça, c'est dans mon historique, dans mon enfance. On m'a massacré le rapport au théâtre quand j'étais jeune enfant. Quand je me suis déplacé d'un collège des ghettos à un collège bobo, le collège bobo, c'était une pratique assez courante de nous emmener au théâtre. Et on nous emmenait voir des œuvres, je comprenais rien, je souffrais, c'était une garde à vue. Dès qu'au collège, je savais que c'était une journée où on allait au théâtre, c'était la garde. Une lutte. C'était la garde à vue. Le trajet, le fait d'être là-bas, d'être enfermé dans une salle où je peux pas sortir. Donc, je suis pas un mec qui va au théâtre. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, merde, il va falloir que je fasse un truc, que j'apprenne un autre langage, c'est celui du théâtre pour aller voir des comédiens sur scène. J'avais l'impression que c'était un peu obligatoire et systématique. Et tout seul, en fait, et notamment aux côtés de Jacques Audiard, à un moment, j'ai réalisé que il y a un résultat final à l'image, où j'ai vu Audiard, sa manière de fabriquer, d'y arriver, et moi, j'étais touché par ce même résultat à la fin. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai peut-être pas besoin d'aller étudier le jeu dans son ensemble. Moi, c'est cet endroit, qui est très particulier d'ailleurs, qu'Audiard oriente, c'est l'ultranaturalisme. Et je me dis, en fait, c'est ça me parle. Donc, en fait, c'est là où je vais amener les gens. C'est à cet endroit-là que je vois et qui me parle et qui me plaît. Et sans avoir besoin de lire des livres. Voilà, de lire des livres ou d'aller voir des comédiens sur scène. Et je me suis dit, vu que moi, c'est l'image. Tu vas jamais? J'y vais quand ça me semble nécessaire. Ouais, non, stylé d'y aller. Voilà, si je dois dire, par exemple, il y a la dernière fois que j'ai trouvé super l'expérience au théâtre, c'était la pièce Passeport d'Alexis Michalik. Ah oui, bien sûr. Et j'ai vu aussi La Haine sur scène, la comédie musicale. J'ai trouvé aussi charmante. Pas mal. Et au cinéma? Le dernier film? Le dernier film, c'est Anora. J'ai pas vu. Qui a eu la Palme d'Or. Ouais, je l'ai pas vu. C'est merveilleux. Si tu pouvais donner un dernier conseil aux élèves du cours Anna qui rêveraient de devenir acteurs ou de travailler dans le cinéma, les conseils de Mohamed Bellamar. Il n'y a aucune règle. En fait, il faut surtout se rappeler qu'il n'y a aucune règle, que tout est possible. C'est fini quand on disait il y a un âge pour faire ça? Non, c'est faux. Puisque de toute façon, tous les âges sont représentés dans un film. Enfin, ça dépend, parce que c'est un film sur des enfants. Mais non, on aura toujours besoin de comédiens de tout âge. Hein. Un mec de 50 ans qui commence à se faire former, est-ce qu'il a ses chances? Bah bien sûr, oui, bien sûr. Et puis, oui, carrément, ouais. C'est marrant parce que j'ai même rencontré des fois des types en reconversion, justement, dans le cadre d'ateliers. Et ils ont un truc, une espèce de fraîcheur, et il y a une résonance parce que j'arrive à les caler sur des projets derrière. Après, la chose la plus tordue que j'ai faite, c'était en 2013, le premier rôle du film.
qui était à l'origine déjà distribué à un comédien connu, qu'il préparait depuis plus de 2 ans, ce rôle. Je suis arrivé, donc mon but c'était de trouver voilà, toute une population qui allait graviter autour de ce premier rôle. Et en cherchant cette population, donc, qui était très orientée dans un domaine sportif, j'ai rencontré un athlète que j'ai auditionné, qui a énormément plu au réalisateur et qui a fait un choix assez fou, c'est de retirer le comédien qui se préparait depuis 2 ans, le pauvre, et le mec, il avait 60 balais. Donc tu vois, à 60 ans, tu peux te retrouver à faire un premier rôle dans un film très très bien produit et très bien distribué. Tu vois. Incroyable. Ah, mais après, pareil, ça c'est des trucs qu'il faut savoir gérer. Parce que voilà, quand tu as cet âge-là, tu te retrouves à arriver comme un gamin par le biais d'un projet. Et je sais que moi je l'ai fait par exemple là, cet effet-là, faut les accompagner, les gens qui. Oui, je suis d'accord. Ouais, enfin, même, j'ai envie de dire, même presque psychologiquement, il faut les accompagner. Tes projets, c'est quoi? Si on peut savoir un peu Là, dans les mois qui viennent. Là, j'ai un très beau projet pour Netflix qui va être un film d'horreur, d'épouvante. Donc, est-ce qu'on est déjà sur le casting? Le casting, alors, je devais le démarrer là, fin novembre, mais avec les réalisateurs, on a eu beaucoup de discussions par rapport aux personnes qui pouvaient, plus ou moins connues, qui pouvaient interpréter les premiers rôles du film. Et donc, on va se consacrer en décembre sur quelques séances de travail avec eux pour les évaluer. Mais bon, ils ont tellement aussi envie que ce soit eux, que ça se passe bien. Donc, après, on va juste checker pour être sûr que leurs idées au réel n'est pas mauvaise. Enfin, ne sont pas mauvaises. Et du coup, à partir de janvier, j'attaque le casting de tout le reste. Et là, tu vas les chercher où? À part dehors. Déjà dans les agences, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui vont être concernés par la recherche. Et à côté, pareil. Enfin, moi, je fais tout le temps ça, en fait. Moi, je prends des assistantes qui retournent les agences. Et moi, parallèlement, je fais ce même travail, mais underground, en sondant toute la ville, là où elle peut nous proposer des gens qui pourraient être intéressants aussi pour ce projet. Et donc, du coup, on arrive avec des quantités assez fortes de propositions qui viennent donc des agences et donc des meilleurs comédiens. Et moi, du sauvage, avec les meilleures pépites qu'on a un peu taillées. Et les réalisateurs, ils aiment bien avoir ce choix entre... un bankable et quelqu'un qui est un peu moins connu. Ouais. Ils aiment bien... C'est une fierté quand même, non? Si demain matin, hop, t'en prends un et tu le mets en avant comme ça. Bah oui, c'est arrivé, oui. Ah oui? Oui, c'est arrivé, mais c'est... Là, ce qui me plaît surtout, moi, c'est la confiance du réal. Bravo, en tout cas. La confiance du réal qui te fait confiance et qui fait confiance à ce mec que tu lui ramènes et qui, a priori, ne correspondait pas sur le papier, tu vois. Bah oui, au rôle. Voilà, au rôle, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, de belles choses. De belles choses. Est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing avant de terminer l'interview? Oui, bah, dis oui, voilà. Oui. Clairement. T'es prêt ou pas? À fond, même. Ouais. Allez, on y va. Travailler sur un film d'auteur ou une grosse production? Film d'auteur. Découvrir un talent inconnu ou travailler avec une grande star? Découvrir un inconnu. Réaliser ton propre film ou participer au casting d'un film culte? C'est pas facile. Non, mais vu que t'as pas dit réaliser un film culte, je te dirais faire le casting d'un film culte. Ok. Une série ou un long métrage? Je préfère les longs. Cinéma français ou international? Français. Audition en studio ou en plein air? Plein air. Personnage principal ou un second rôle mémorable? Second rôle mémorable. Travailler sur un projet qui sort en salle ou sur une plateforme de streaming?
Film qui sort en salle. Un casting express ou casting sur plusieurs mois? Casting sur plusieurs mois. Film historique ou science-fiction? Science-fiction. Casting en France ou à l'étranger? À l'étranger. Ah! Travailler de jour ou de nuit? De nuit. Improvisation totale ou réplique bien préparée? Improvisation totale. Un drame intense ou une comédie légère? D'armes intenses. Athéna ou un prophète? Un prophète. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez retrouver cette interview de Mohamed Bellamar sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur Au micro avec Johanna sur Instagram, sur Spotify. Merci mille fois. Je viens de capter que j'étais filmé. Ah ouais. Et j'espère qu'on te retrouvera au Courana. Si je savais, j'aurais fait toute l'interview comme ça, au profil. Non, mais sache que c'est vachement bien. Non, je rigole, t'inquiète. Bon, en tous les cas, je t'attends pour un premier workshop et je serai là en train de... Mais carrément. Ah ouais. Moi, j'ai hâte de... travailler. Parce que là, déjà, sans t'en rendre compte, j'étais peut-être un peu casté déjà aussi. Sûrement. Merci mille fois en tout cas. Je t'en prie.